Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette version du 21 février 2014. J'espère que tout le monde va bien. Toi, ça va bien, Phil? Oui, le mois achève. Ouais, on s'approche du mois de mars. Écoute, le temps avance. Hey, écoute, avant de commencer notre premier sujet, on avait vraiment rien à dire. Des grosses vérités de même. Comme dirait François Pérusse, des vérités de la calice. Avant de commencer sur notre premier sujet, je veux juste revenir. La semaine passée, on a parlé de la question de l'augmentation du salaire minimum. J'en joindrai nos auditeurs, si nombreux soient-ils. Je pense que c'est la semaine d'avant. Non, c'est pas si longtemps que ça. Non, c'est la semaine passée. Écoute, je monte l'épisode, je le sais, c'est pas la semaine passée, c'est l'autre d'avant. Mais bon. Tu veux-tu brûler une couple de minutes là-dessus? ou... Qu'est-ce que tu avais à dire là-dessus? J'avais à dire que si vous voulez voir un bel exemple de débat sain sur cette question-là, OK. et quand je parle de débat sain, je parle American Style, c'est-à-dire deux partis qui disent des choses complètement inverses et très très partisanes, mais qui au moins explorent tous les aspects de la question de ce que ça veut dire augmenter le salaire minimum. Regardez du côté des États-Unis, sur CNN entre autres, et d'autres, parce qu'ils sont en train eux, d'avoir une réflexion profonde sur l'augmentation du salaire minimum. En fait, ils sont en train de, eux autres, c'est plus radical, évidemment, de penser à rattraper quasiment tout le retard qu'ils auraient par rapport au Canada. Et ils sont en train de penser à un salaire... C'est 3$ là. Non, c'est pas 3. C'est 3 piastres. Ah oui, en tout, c'est ça, exactement. C'est ça. Ils sont en train de penser à passer du salaire actuel, qui est 7 et quelques, à 10 et 10 $. Donc là, il y a une étude qui vient de sortir qui dit, essentiellement, ça va sortir des gens de la pauvreté, ça va avoir un effet domino, comme je disais lors de notre fois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont indexés au salaire minimum, c'est-à-dire que même si eux sont payés plus cher, vont augmenter pareil, mais en même temps, ils risquent d'avoir des grosses pertes d'emploi ou un retour de cette augmentation du coût de la main-d'œuvre qui va être refilée aux consommateurs. Donc, c'est... Mais en même temps, le intéressant. consommateur a plus d'argent. Pas tous, Pas nécessairement. tous, mais... Mais c'est ça. Mais c'est justement, ce que C'est je ça. voulais dire, c'est que c'était intéressant quand même de voir les deux aspects de la question qui sont étudiés et non pas un peu comme... C'est correct, là. Au Québec, quand on dit une augmentation, tout le monde est comme d'accord, puis personne ne s'interroge sur les implications plus globales, alors que c'est plus complexe que juste comme « Yay! Un cadeau! Plus d'argent! » Donc, bref, c'est intéressant à voir. Mais revenons à la politique québécoise. Et nous sommes essentiellement dans le dernier droit, je pense, avant l'annonce des élections de printanières. Quoi qu'on est encore en plein dans l'hiver. Là. C'est ça. Alors, cette semaine, il y a le budget provincial qui est déposé. Malheureusement, à ce stade-ci, nous n'avons pas de détails là-dessus, mais on va regarder ça avec attention. Mais il y a des grosses nouvelles. Mais juste pour expliquer aux gens, c'est parce qu'on enregistre le mercredi puis il sort jeudi. Fait que c'est pas parce qu'on veut pas vous en parler, mais... C'est ça, on n'a pas de faculté. J'imagine que ça va être péquiste, puis c'est ça. C'est ça. À mon avis, il va y avoir des dépenses. Puis des revenus. C'est ça, voilà, exactement. Mais il y a des grosses nouvelles, par contre, dans la question. Ça va être le pire budget de la planète. Selon les libéraux. Et le meilleur budget de la planète selon les péquistes. Voilà, exactement. Puis entre les deux, tu vas avoir des gens qui vont s'arracher la chemise pareil. C'est ça. Parce que c'est une campagne électorale qui s'en vient. Parce que c'est un budget. D'ailleurs, là, une grosse nouvelle qui vient de tomber. Par contre, Jacques Duchesneau de la CAQ ne se représentera pas lors des prochaines élections, qu'il doit sentir imminente, puisqu'il prend la peine d'annoncer ça présentement. Écoute, moi, je trouve ça tellement décevant. J'arrête pas de dire ça, là, mais ça sonne le glas de la CAQ. La CAQ va encore avoir un pourcentage dérisoire, même s'ils ont une bonne campagne électorale. Et François Legault va devoir tirer sa révérence à titre de chef de la CAQ, en tout cas, c'est certain. Le parti qui a déjà été décrit comme étant le parti de l'extrême centre. Ce qui est excellent. C'est pas nécessairement con comme image, mais... Oh boy, l'extrême centre. C'est vrai, dans le fond. Et donc, bref, ce que je veux dire là-dessus, c'est que préparons-nous. Nous allons retourner dans le bon vieux bipartisme bleu et rouge. Catholique. Ouais, l'enfer est rouge et le ciel est bleu. Et puis vice-versa, dépendamment de où vous vous situez dans ce spectrum-là. Écoute, toujours en train de penser à un PQ majoritaire lors des prochaines élections? Oui. Écoute. Colin, je pensais pas que ça allait être dur comme ça. Mais je pense que le PQ a des bonnes chances d'être majoritaire. Ça fait un moment que j'y pense. Ça va dépendre de la campagne. Juste plein de choses peuvent arriver dans la campagne. Mais si je regarde les pions en place,
au niveau des libéraux, j'ai pas un gars comme Jean Charest. Un gars qui peut, du jour au lendemain, sortir une ligne, sortir quelque chose qui tourne le bateau de bord. Ou un Mario Dumont qui sort un papier en débat des chefs Ouais, avec ou- une donnée ou quelque chose. On n'a pas ça. On a deux personnes. On a Monsieur Legault qui, je veux dire, est pas capable d'être populaire parce que c'est pas dans sa personnalité de le faire. Puis je veux dire, c'est correct, là, je veux pas bâcher sur le gars, mais François Legault, il fait un excellent bras droit, mais il faudrait un corps dans le milieu. Ouais, mais ça arrivera pas. C'est ça. Mais il emmène trop large. Mais en même temps, ce qu'il mène, ça connecte pas vraiment avec les gens. Il n'y a pas ce skill-là de communication qu'il faut pour se faire élire comme premier ministre du Québec. Ça marche pas. Non, ça arrivera pas. Là. Puis Philippe Couillard, il va pas être capable de dealer avec le genre d'attaque qu'on va y livrer. Particulièrement dans le contexte où la commission Charbonneau va continuer à se dérouler pendant Mais ce même temps-là. aussi pour la charte, je veux dire, l'affaire de Ouda Pépin, ça va y revenir d'en face. Les péquistes ont en ce moment un contrôle assez difficile à arracher au niveau de l'électorat francophone, qui est la clé, puis on le sait je veux dire, statistiquement, pour aller chercher un gouvernement majoritaire. Je vois pas trop comment c'est... Et Marois, je veux dire, Marois a des défauts, whatever, mais Marois, là, elle est solide. Marois, là, elle a les deux pieds dans le béton, elle te regarde dans les yeux, puis elle est difficile à bouger. Je pense qu'elle va être en contrôle, je pense qu'elle va faire une bonne campagne parce qu'elle va savoir. En plus, non seulement ça, mais elle a quand même une équipe autour d'elle. C'est pas nécessairement un one-man show. Puis d'ailleurs, ce gouvernement-là, au niveau des publications, c'est pas un one-man show non plus. Il y a beaucoup de ministres qui font leur propre game de communication, que ce soit Marceau, que ce soit surtout, voyons, je perds son nom, Monsieur le ministre des Affaires municipales et des Transports, voyons, maudit, je l'adore en plus celui-là. Que tu le feras flasher Lui, à là, l'écran. ouais, lui, là, hey, j'ai ça. Mais bref, il y a une équipe autour d'elle, PQ majoritaire, mais là, écoute, moi, ça me tente pas, moi, PQ majoritaire. Non, mais moi non plus, ça me tente pas pour plusieurs raisons. J'aime mieux ce gouvernement-là en ce moment, moi. Oui, mais en fait, moi, ce qui me déçoit là-dedans, puis c'est l'expression que malheureusement, on n'a pas le choix de sortir à chaque fois, c'est « Ah, mais tout va dépendre de la campagne. » Hey, on est-tu amnésique à ce point-là que ça te prend un 3 semaines flyé, puis on vire le bord. Ou on confirme un gouvernement. Tu sais, je veux dire, en théorie, là, une campagne électorale devrait pas avoir trop d'effet, ultimement, sur le résultat. Il devrait davantage décider avec le bilan du gouvernement en place et de ce que les autres partis ont fait pendant qu'ils étaient là. Est-ce que nos campagnes sont trop longues? Est-ce qu'un mois, c'est trop long? Mais même si c'était... Non, mais c'est même pas ça le point. Le point étant qu'on attend le fait de créer la campagne électorale, puis je sais, t'as pas le choix, là. Faut continuer avec ça. Mais là, on crée une culture de l'amnésie, comme je te dis, c'est-à-dire, on vous en met tellement plein la vue pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peu importe, comme je te dis, la longueur de la campagne n'a pas tellement d'intérêt, que vous allez tout oublier ce que vous étiez tant convaincu qu'il était soit bon ou mauvais avant cette campagne-là. En plus, on va garder plein de cadeaux et de bonbons pendant ce temps-là qui, une fois au pouvoir, on fera pas. Et donc, moi, j'en ai contre ce processus-là qui réduit, en fait, la réflexion politique qu'on est supposé de tous, en tant que citoyens, avoir constamment à un 3 semaines que tu écoutes la TV, c'est un reality show, ultimement. Ça s'en vient, là. C'est de plus en plus comme ça. Et après ça, boum, on prend une décision et voilà, on est pogné avec ou pas, dépendamment de c'est où qu'on choisit. Ça me désole. Ça me désole. Donc là, en plus, ça me désole encore plus parce que je sens qu'on retourne, comme je dis, vers un bipartisme plate. Bienvenue aux années 90. Aucune troisième option. Mais ça revient un peu à mon argument que le parti de la CAQ est essentiellement un parti de pression. Oui, mais là, il ne marche pas. Si les idées économiques de la CAQ sont empruntées, ils n'ont rien à dire dans une conférence de presse. Un bon exemple, c'est l'investissement qu'ils font à l'Anticosti. Là. La CAQ, c'était, entre guillemets, une de leurs idées. Là. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la presse? Là? Ah, le PQ fait ça. C'est une bonne idée, là. Hein? Votez pour nous. Hey, en fait, vous n'avez pas besoin de nous autres pour que ces décisions-là se prennent parce que les autres nous écoutent. Tu vois que cette espèce de dichotomie-là que la CAQ veut exister, mais dans le fond, si elle n'a plus de raison d'exister, est-ce qu'elle a fait sa job? Puis là, François Legault va dire qu'il y a plein d'affaires qui restent à faire, etc. Mais reste que... C'est sa job de dire ça aussi. Si la CAQ, ce n'est que des idées de réingénierie de l'État et d'investissement précis, c'est facile pour un autre parti d'arriver puis voler ça, alors que les libéraux et les péquistes ont une espèce de combat stellaire au niveau de l'indépendance du Québec épique, qui demeurera et qui
traverse le temps, alors que la CAQ... Et c'est pour ça que c'est dommage qu'à la suite de la... Moi, parlez-en bien, parlez-en mal, mais au moins, lorsque l'ADQ était là à titre de véritable option politique, il y avait un projet politique qui était clairement plus complexe que celui de la CAQ, plus différent que PQ, libéraux, PQ, et qu'on soit d'accord ou pas, ils avaient quand même une ligne de conduite qui était très à droite, pour le Québec. Ils se sont centralisés, ça c'est clair. Avec c'est la c'est CAQ, ça, et donc ils ont perdu leur originalité. Ultimement, honnêtement, j'aurais préféré que l'ADQ, malheureusement, Mario Dumont, je le comprends, là, après avoir fait... c'est un chemin de croix dans le désert qu'il a fait ce gars-là pendant des années. Mon chapeau, là, Mario Dumont a donné sa vie pour une cause, on s'entend. Là, mais je trouve ça dommage qu'avec lui, le parti s'est éteint, alors qu'il aurait pu emprunter un peu, entre guillemets, la voie Québec solidaire, qui fait très peu de compromis, en réalité, sur son programme depuis plusieurs élections. En fait, aucun. Aucun. Parce qu'ils peuvent se permettre. Qui fait aussi aucun gain. Donc, ça va ensemble. Mais en même temps, au moins, il demeure l'option. Écoute, si tu es à gauche, plus à gauche que le pape, je mélange les plus à gauche que c'est faisable. Ben, t'as Québec solidaire. Il y a un parti pour toi. Ben, si tu étais plus à droite sans tomber dans le fascisme, t'aurais pu avoir la DQ. Mais là, ça n'existe plus maintenant. À droite, t'as les libéraux. Puis, tu sais, les libéraux. Pas à droite, les libéraux. Là. La droite puis la gauche au Québec, là, c'est pas vraiment quelque chose qui fait du sens. Là. Ça fait un peu c'est un de problème. Sens, mais c'est un problème. Tout le monde est au centre au niveau des politiques économiques. Puis on parlait un peu tantôt du projet de loi sur comment on dit ça, le droit à mourir dans la dignité. Là. Oui, la loi 52 qui est en train de discuter. C'est un projet multiparti. Là. S'il y aurait eu une réelle division de droite-gauche, ça n'aurait pas vraiment fonctionné, ça. Ah, mais ça dépend. Non, parce que là, tu penses seulement à l'aspect moral de la droite. Oui. Mais il y a une droite il y a une droite à la base qui est une droite basée sur la liberté individuelle. Et dans cette optique-là, le choix... Plus libertarien, effectivement, sans pousser ça à l'extrême. Et le choix d'avoir le droit, à titre d'individu, de faire le choix de dire « je veux mourir » parce que j'ai X, Y, Z raison qui... Bon, il faut encadrer ça, il faut baliser ça, mais quand même, c'est très conséquent avec ça. Oh oui. Mais moi, c'est pour ça que je dis, c'est qu'on a l'impression au Québec qu'il n'y a pas de distinction entre la gauche et la droite, parce que oui, effectivement, on est d'abord une société qui est beaucoup plus à gauche, et c'est normal qu'on ne peut pas se comparer avec ce genre de spectre politique-là comme il peut exister en Europe ou même aux États-Unis. Sauf que il y a aussi le fait que l'absence de parti qui représente ce spectrum-là d'idées... Ah non, il y a le Parti conservateur du Québec, man. OK, de parti viable, sérieux, donne cette image faussée. Je pense que s'il y avait plus d'options, encore là, viables, on verrait une pluralité d'opinions, un peu comme on a... Mais encore là, aux dernières élections, ça ne marchera pas. Là, la CAQ ne passera pas au même niveau. Mais crime, aux dernières élections, là, les trois partis ont eu à peu près à 3% de vote, d'intention de vote, de différents. Donc, ça démontre quand même une polarité qui n'est pas juste deux partis. Ça démontre davantage des opinions plus diverses que ce que le fameux, le baptême de bipartisme péquiste-libéral peut illustrer. Mais ça, c'est le genre de division que tu vas obtenir avec la dynamique Québec-Montréal reste de la province, entre autres. Là. La CAQ, là, ça rentre pas sur l'île de Montréal. Là. Jamais. Là. Et ça, c'est... Puis ça rentre dans la couronne quand même, mais c'est quand même un split qui amène le genre de dynamique. Là. Les gens de la Beauce, là, ils ont une vision complètement différente de Montréal, en fait du Québec, que quelqu'un qui habite à Montréal. Puis je veux dire, moi je parle à ma blonde tout le temps, parce que c'est ma blonde. Elle habite à Montréal, elle vient de Toronto. La vision qu'elle a du Québec qui est basée sur exclusivement Montréal est très erronément différente de quelqu'un qui a habité moindrement en région. Je veux dire, Québec, c'est une région là, dans le cas que je vous parle. Là. Donc là, ça amène une dynamique que peut-être la CAQ joue un peu là-dessus. Mais au niveau du spectre gauche-droite, c'est difficile de jouer là-dessus au Québec. Puis en même temps, tu dis que c'est une mauvaise chose, mais moi, je trouve pas que c'est nécessairement une mauvaise chose. Parce que la droite et la gauche, c'est bien beau. Mais moi, des fois, j'aime mieux penser à l'efficacité d'un État. Et ça, des fois, ça traverse les lignes droite-gauche. Oui, mais tu peux pas en arriver là si t'as pas la confrontation des idées qui viennent des deux bords. Oui, mais en même temps... Le problème, c'est qu'au Québec, on est tellement dans la même, avec des œillères,
que souvent, justement, on ne voit pas les solutions qui pourraient permettre davantage d'efficacité parce qu'on pense dans une seule direction. C'est vrai. Et c'est ça que je déplore. Je te dis pas que je veux qu'il y ait un parti de droite qui prenne le pouvoir demain matin. Probablement même que je voterai pas pour. Mais juste pour qu'il soit là, sur le paysage politique, pour jouer ce rôle-là, ça vaut la peine. Qu'est-ce qui arrive si la CAQ a genre 5 députés? C'est une bonne question. Écoute, mais à mon avis, ils vont demeurer, mais ultimement, ça va faire comme le... Ils vont-tu se bloquer, là, le Bloc québécois star? C'est ce que j'allais dire. Ça va faire comme le Bloc québécois. Là. Ils vont rester là, mais tu sais... Je pense qu'on devrait changer. Les gens on va le voir plus... Écoute, on va avoir en masse de temps. C'est à venir, en fait. On va avoir littéralement 4 épisodes pendant la campagne pour parler de ça. Écoute, moi, j'aime les campagnes électorales. Il y a du monde, hey, écoute cher. Moi, j'aime ça parce que j'aime la politique, puis c'est un show. Bon. Ouais, c'est un beau reality show. Je veux dire, j'aime ça. Fait qu'on verra, puis j'ai hâte. Tu sais, tu peux écouter American Idol, tu peux écouter, je sais pas, le Big Brother. Ça reste un gouvernement. Là. C'est pas la fin du monde, peu importe qui est élu. Là. C'est pas si grave que ça. Tu sais, le lendemain, tu vas te réveiller, puis tu vas payer tes impôts. Je veux dire, je vais avoir mal au dos, puis je vais avoir faim, je vais avoir mal à la tête. Puis genre, tu peux dans le main de veille, là, puis c'est ça, pas trop. Nothing change. Bon, mais justement, on change de sujet pour aller vers... bon, écoute, je voulais faire une montée de lait sur Alex Servaux aux Olympiques, mais après une discussion aussi intéressante et profonde qu'on vient d'avoir, je trouve que ça mérite pas qu'on en parle. On va passer dans un autre sujet. Bon, Alex Servaux, juste pour rebondir, là, si vous n'avez pas suivi un peu cette histoire-là... T'es un peu frustré, là. Faites votre propre jugement sur la performance qu'il a offert aux Jeux Olympiques actuels, qui n'est pas finie. Je crois qu'il lui reste 1 ou 2 épreuves. Pas sa performance. Son attitude. C'est ça. Alors bref, allez-y, suivez ça, ça vaut la peine d'être suivi, mais on ne passera pas trop de temps là-dessus. Je veux parler de l'international parce qu'il y a une situation dont on parle présentement et une situation qui est probablement aussi pire, mais qu'on a arrêté d'en parler parce qu'il est sorti comme de quoi il y avait eu un accord. Je notais que je mets des gros guillemets dans les airs. Je veux parler d'abord de l'Ukraine, qui présentement, c'est pas beau. Là, ils viennent de conclure une trêve pour reprendre les négociations entre les protestants, les manifestants et le gouvernement. Donc, espérons que ça va arrêter un peu le carnage. C'est pas un carnage tel que le prochain exemple de ce que je vais dire, mais quand même... C'est pas comme le Kosovo puis la Yougoslavie. Non, si on parle il y a quand même 30 personnes qui sont mortes dans une place publique. Dans les manifestations. C'est des policiers, des employés de l'État, avoir une des statue éventuellement. Éventuellement, c'est ça. Donc, il y a ça, mais une autre situation dont on parle beaucoup moins, c'est la Syrie. Et la Syrie, Est-ce qu'on est fatigué de la Syrie? Mais on devrait pas. La Syrie, je sais. Non, mais je sais, mais... Non, mais la Syrie, là, c'est un bel exemple. On en parlait. Là, il y a eu un crescendo jusqu'à ce qu'il y ait eu les armes chimiques. Là, il y a eu des négociations. On pensait, ça y est, c'est le Dawa, c'est la 3e guerre mondiale qui s'en vient. Ça va être l'enfer. Les États-Unis vont faire leur gros bras. Et là, finalement, pouf! Ah oui, on a un accord. C'est beau, on va s'entendre. Et que là, ça a été le silence radio depuis ce temps-là. Eh bien, mon homme, je te confirme, ça continue à mourir à la pelletée. Oui. Et il y a personne... en fait, même... Là, les négociations qui ont été annoncées en grande pompe, ils viennent d'échouer. On est littéralement revenu au point zéro. Là. Le stock d'armes chimiques en Syrie, ça existe encore. Il est encore là. Il n'est pas encore utilisé. Des gens, ça meurt encore à la pelletée, comme je te dis. Ça a l'air que ce qui arrive en Syrie, là, j'ai entendu un excellent reportage. D'ailleurs, là, si vous êtes moindrement habile en anglais et vous voulez du bon stock de radio, écoutez CBC en anglais. La radio. Il y a du très bon stock de radio qui se passe là-dessus. Je te dirais même, en fait, si vous voulez lire aussi en anglais à la place, là, sur CBC, leur site internet, ils ont des articles d'analyse. Ils ont des analyses, ça vaut la peine. Ils ont du excellent staff partout là-dessus. Il y a un gars qui parlait de ce qui se passe en Syrie. Ça a l'air que ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il trouve genre un quartier qui semble supporter un peu plus les rebelles, puis ils le rasent. C'est ça qu'ils font. Ils arrivent avec des bulldozers ou même des bombes, puis... Le quartier imaginez genre des surfaces comme genre Charlebourg au complet. Là. Ou Côte-des-Neiges, là, rasé. Non, c'est fini. Il tue personne, en guillemets, personne, mais c'est quand même... C'est des genres de tactiques qu'on est rendu en série. Là. Mais écoute... War is ugly. Là. Oui, mais non, mais moi c'est pas ça contre ça que j'en ai. C'est que quand il y a eu cet accord-là là, avec concernant les armes chimiques, là, il y a eu les grands chantres de la diplomatie internationale ils ont dit regardez le succès qu'on a eu. Regardez à quel point quand on finit par s'entendre, au lieu d'envoyer des troupes comme en Irak, en Afghanistan, on est capable de raisonner avec ces gens-là, puis d'avoir. Puis là, c'est la victoire. Là. Puis là, on n'en parle plus. Puis maintenant, là,
Il y a personne qui revient et dit « Hey, on s'est trompé, dans le fond, on a fait confiance au régime, mais finalement, les négociations, ça fonctionne pas, puis le régime continue d'être un régime de merde. » Non, ça demeure une victoire, fait qu'on n'en parle plus. Tu sais, moi, c'est ce que je déplore dans ces situations-là, c'est que souvent, là au moins, l'Iran, c'est un autre exemple, sur le nucléaire iranien, ça semblait s'enligner pour ne pas fonctionner non plus, mais là, ça a repris un peu la traque, les négociations concernant ce nucléaire-là. Mais c'est tout le temps ça. Quand les gens nous parlent des négociations internationales puis de l'ONU qui fonctionne encore très bien, oui, l'ONU, ça marche, là, mais il y a des grosses lacunes. Ouais, mais en même temps, l'ONU n'a pas de... Il n'y a jamais rien eu avant l'ONU. Il y a eu la Ligue des Nations, mais je veux dire, ça, c'était une blague. Là. L'ONU ne fait ce qu'elle peut au niveau historique que ce qu'elle peut. Là, dans le sens qu'on ne sait pas à quel point une organisation internationale peut ou ne peut pas fonctionner. C'est un peu une expérimentation à chaque fois qu'on fait quelque chose avec ça. On peut bâcher sur l'ONU infini, mais il n'y a jamais eu quelque chose de cette échelle-là. Non, mais quand ça fait 60 ans que quelque chose existe, puis qu'il y a des choses qu'on finit par relever qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être le temps de se permettre en tant que population mondiale de dire « Hey ». Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a 2 membres du Conseil de sécurité qui vont vouloir pour qu'il se passe rien? Les Russes et les Chinois, ils veulent pas qu'on embarque en Syrie. Là. Ils veulent littéralement que cette guerre-là continue. Parfait, pour voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on enlève le droit de veto au Conseil de sécurité? Mais non, mais c'est ça que je Il y a un te dis. PhD à faire là-dessus. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste plate pour moi. Ben, pas pour moi, mais la seule chose que je vois au niveau de la série, c'est que les deux côtés n'ont pas réussi à polariser assez l'opinion mondiale publique de leur bord. Au niveau que ça soit de la marketing, man. Les rebelles se sont pas assez marketés efficacement. Oui, mais that's not my point. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y aurait eu un des deux côtés de la guerre qui aurait accumulé assez d'appui d'un bord, il y aurait une armée extérieure qui serait rentrée dedans puis qui aurait fini la guerre d'un bord ou de l'autre. Non. Il n'y a aucune armée qui veut faire quoi que ce soit là-dedans. Mais c'est pas la faute des rebelles, c'est à cause qu'on n'a pas le droit de le faire. À cause, justement, des incongruités puis des problèmes qu'il y a à l'ONU. Oui, mais en même temps, c'est ça n'a ça. pas empêché les États-Unis d'embarquer en Iran et en Afghanistan. Là. Justement, donc t'as raison. Mais Ni en Libye, ni... non, la pas Libye, mal. ça s'est fait avec l'ONU. Ça. Ouais, c'est vrai, mais tu sais... Bon, quand même. Avec l'OTAN, en fait, je pense. Ouais, Excuse. en tout cas. Mais non, mais mon point est le suivant. C'est ça que je te dis. C'est que on a créé un organisme qui est... T'as raison, là, à part la Société des Nations, je pourrais t'en parler un jour de la Société des Nations, mais qui a en fait, ultimement, d'abord et avant tout, illustré le problème qui a été réglé avec l'ONU, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une force armée, c'est-à-dire les casques bleus. La Société des Nations n'en avait pas. Mais en même temps, maintenant, on ne s'en sert plus parce qu'on paralyse les institutions de l'ONU. Mais Les casques bleus, à part en Afrique, ils font fuck all en ce moment. Mais on s'empêche de revoir les fonctions. La question du veto au Conseil de sécurité, c'est une chose. La question des membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, c'est une autre chose. Et la France, là. Qu'est-ce que la France fait là? Je veux dire, non, mais en fait, non, mais c'est pas dans vrai. les membres, la France, en fait, pour vrai, la France, c'est probablement celle-là le moins pertinent de la guerre. Oui, mais encore là, j'ai rien contre la France. J'adore les Français, là. Ouais, mais c'est pas ça que je c'est une dis, là. histoire riche, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le poids représenté par l'Inde, par exemple, ou même le Brésil, ou même d'autres pays émergents, tu te dis, Le wow. Canada ferait un meilleur membre du système. Je veux dire, pour vrai, là. Mais en tout cas, oui, je veux dire, il y a des lacunes majeures dans ce système-là. On est dans le même setup organisationnel que le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Là. C'est pas un problème, ça? Things need to change. Ben, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que des situations comme la Syrie, plutôt que d'on se fasse les chantres de genre « Ah, regardons comment ça fonctionne bien à la minute qu'on annonce le fait qu'il va y avoir peut-être un début de négociation internationale dans une ville à définir, à une date à déterminer pour des résultats peu tangibles. à définir. À définir. Là, c'est comme « Ah, regarde, ça marche! » Non, c'est ces situations-là qui devraient nous permettre de réaliser les inexactitudes et les problèmes qu'on a avec ces structures-là, puis les régler. Mais non, parce qu'à chaque fois, on arrête d'en parler. C'est comme si, ça marche. Donc, il faut continuer à rester attentif à ces situations-là et à les suivre. Donc, l'Ukraine, on espère que ça ne dégénérera pas. Mais la Syrie, il ne faut pas les lâcher. Il faut demeurer attentif à ça. Je pense que l'Ukraine, c'est fondamentalement un problème plus intéressant que la Syrie. Dans le sens Ils sont en que train de faire les petits, d'ailleurs. Au Venezuela, entre autres, aussi, il y a des manifestations. C'est ça, c'est un... Mais c'est quand même le premier champ de bataille diplomatique majeur entre l'Union européenne et la Russie depuis la chute du mur de Berlin. Là. C'est vrai. En voulant dire, c'est un stand-off des deux bouts qui disent « Nous,
OK, on attend de voir ce qui se passe. Puis là, l'Union européenne va dire l'Ukraine aurait intérêt de rentrer dans l'Union européenne. Là. Si on regarde les meilleurs... L'Union européenne a ses problèmes, mais si on regarde les qualités d'institutions, là, l'Union européenne fait quand même un meilleur job. Surtout pour les pays émergents de l'Est, de l'Europe de l'Est. Tu regardes la Tchécoslovaquie, là. La République tchèque, la Pologne. C'est des pays qui sont en train de se relever de leur marasme là, depuis des décennies là, pendant qu'ils étaient dans l'URSS. Là. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne. Alors là, l'Ukraine, elle regarde ça et elle dit ouais, OK, ça a l'air fun. En fait, c'est surtout à cause de l'Allemagne. Oui. Oui, là, mais quoi. Hey, on change de sujet. Oui, on change de sujet. On s'en va dans le plus léger avant de terminer tranquillement. Léger, là. on s'entend, là. Non, c'est très léger. Quand même. Moi, j'ai adoré. Tu as fait un post Facebook là-dessus. Le phénomène des NEC Nominate ou les NEC nominations pour être conséquent avec le CRTC et la langue française. C'est un phénomène, je sais pas si tu en as entendu parler un peu ou tu as vu ça. Clairement, tu as fait un post là-dessus. Non, mais écoute, j'ai fait un comment là-dessus sans savoir c'était quoi, juste pour revenir au phénomène de jeu de boisson. Moi, j'en ai pas regardé beaucoup. Le concept du NEC Nominate, c'est de faire quelque chose de complètement stupide. Soit qui implique de boire une quantité d'alcool complètement folle ou de boire de l'alcool dans une situation dangereuse ou whatever, et de le filmer et de taguer quelqu'un en le mettant au défi de, dans les 24 heures suivantes, de soit refaire la même chose ou de faire encore mieux et se poursuit le cycle de ça. Et bon, pourquoi l'outrage complet? C'est qu'il y a eu déjà 5 morts à propos de ça aux États-Unis. Ouh, sais-tu qu'est-ce qui tue beaucoup de gens aussi en dehors de ces jeux-là? Everything else. Mais, je veux dire, l'alcool tue des gens en dehors de ces jeux-là depuis toujours. Là. Mais sais-tu on n'en parle pas. Moi, ça m'a mais fait... ça arrive sans arrêt. Là. Sais-tu quoi? La semaine passée, il y a 5 personnes qui sont mortes de l'alcool pour aucune raison. Là. Il y a probablement plus de personnes. Il y a probablement des gens qui sont morts de froid. Là. Ça arrive tout le temps. It's nothing new. Mais sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser? C'est que, tu sais, avec les avancées d'Internet puis les médias sociaux et l'interconnectivité qui est de plus en plus accentuée, ça m'a fait rappeler une phrase qu'un de nos amis communs nous a déjà dit, qui expliquait pourquoi que lui, il avait une aversion pour ça. Puis je te en train de me rendre compte qu'effectivement, c'est un peu le propre d'Internet. C'est qu'en fait, Internet, même si tu l'utilises de la façon la plus pointue possible. Tu sais, Facebook, c'est Facebook, mais en même temps, chacun a son groupe d'amis, chacun a ses intérêts, tout ça. Ultimement, ça te met quand même en contact de façon non sollicitée, avec une quantité assez énorme d'informations. Et ce que ça fait, c'est que des gens qui auraient pu, dans une autre vie, avant ces médias-là, passer leur vie entière sans réaliser toute l'ampleur de la stupidité humaine. Mais là, Internet leur met en pleine face qu'il existe des gens comme ça, et là, ils sont outrés. Ça revient à... Ça, un exemple que je donne tout le temps, c'est... Tu sais, puis en fait, ça revient à pourquoi j'haïs les faits divers de manière générale. Là. Quand quelqu'un arrive avec un article de... En fait, if you're looking for crazy shit in the United States, you will find it. Why? Because United States is a very, very big place with a lot of people in it. Mais plus que ça, avec les médias sociaux, maintenant, c'est even if you're not looking for it, it will show up in your face. Mais moi, ce phénomène-là, là, si ça avait été pas du fait que j'ai vu ça dans la presse ou dans les médias... Mais tu l'as vu dans la presse. Oui, mais j'ai jamais vu ça dans mes cercles... Je pense que mon cercle d'amis est assez conscient pour savoir que si tu prends... Écoute, si tu prends 10 shooters d'alcool en 1 minute, là, you might die. Oui, mais non, mais je pensais que c'était common knowledge. Mon point est le suivant, c'est que j'inclus la surdisponibilité des médias de formes diverses dans cette idée-là. C'est que dans un autre monde, précédemment, t'aurais peut-être pas lu le journal le matin où il en aurait parlé, puis t'en aurais même pas été au courant de ce phénomène-là. Mais est-ce que ça va pas être bon à long terme pour tout ça? Dans le sens que vu que cette information-là traverse, est-ce que pas plus de gens vont être aware des dangers de l'alcool? Si tu regardes de ce point de vue, oui, il y a des gens ils vont rentrer dans la game de faire des dares sur boire des quantités d'alcool absurdes, puis ils vont peut-être avoir des accidents. Mais il y a aussi plein de gens, comme moi, mais d'autres personnes aussi, qui sont peut-être pas au courant de « Hey, l'alcool, là, si t'exagères vraiment, là, ça peut te tuer pour vrai. » Ouais. La disponibilité de l'information... N'est-ce pas une bonne chose, dans le fond? La disponibilité de l'information est une bonne chose de façon, je pense, générale. Objective, générale. Sauf que ça prend d'abord, et je pense qu'on est là-dedans, une phase de transition au cours de laquelle les gens qui découvrent l'ampleur de l'ignorance, la stupidité, appelle ça comme tu veux, des gens
à qui n'auraient pas été confrontés dans un monde pré-technologie de la communication En 1930. vont être outrés pendant longtemps. On en a pour un bout encore là, à se surprendre de genre la... Tu sais, là, j'inclus tout là-dedans, là, les commentaires désobligeants, racistes, homophobes Mais ça sur les sites revient, Internet. oui, puis ça revient aussi dans des trucs comme genre le car surfing. Là. Exact. Je veux dire, si t'as pas le common sense pour dire que this might be dangerous, je veux dire, Sélection naturelle. il y a bro. pas justement, il y a pas quelque chose dans la vie qui, à travers les époques, reste qui est si t'es complètement con et que tu te poses pas des questions et que tu réalises pas que t'es un mortel et que tu fais des niaiseries, ça se peut que tu sois puni. C'était vrai en 1920 puis c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, mais on est dans la culture de la Tout à déresponsabilisation. fait. Là, il y a des gens qui attaquent Facebook à cause de ça. Mais il y a des gens qui attaquent l'alcool à cause de ça. Puis moi, je suis comme, hey, vous avez genre complètement manqué la cible. Là. Vous êtes en train de regarder avec une loupe une affaire qui a toujours été là, qui sera toujours là. Et c'est ce que je te dis, c'est pas de la faute d'eux autres. Il faut l'individu... Ce que je veux dire, c'est que les plus cons là-dedans, là, c'est pas les gens qui ont participé à cette affaire-là, c'est les gens qui en ont fait un big deal. Non, c'est ce que je te dis. Moi, je suis pas... OK, excuse. Je vais pas t'empêcher de t'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que les gens qui font un big deal avec ça, qui s'offusquent de ça, font partie de cette masse naïve qui est mise devant le fait accompli qu'il existe ces comportements-là qu'ils n'auraient pas vu avant l'avènement de toutes ces méthodes d'information-là. Et on est dans une époque de transition où cette masse naïve-là, à fur et à mesure que des histoires comme ça sortent, va diminuer tranquillement puisque les gens vont faire comme genre « Of course, people do that. Of course, people die. » Et éventuellement, on va passer outre cet outrage-là. Est-ce que tu penses que c'était pas connu dans les années 70 qu'il y a des gens qui boivent trop? Oui, non, mais c'est pas ça que je te dis. Oui, mais c'est ça que je te dis. Là. C'est Oui, comme si à cause que c'est sur Facebook puis ça traverse les réseaux sociaux Non, mais ultimement, que c'est là, quelque chose de nouveau et de particulièrement dangereux. non, mais c'est ce que je te dis. Mais je suis pas d'accord. Effectivement, oui, je conçois très bien que dans les années 70, le genre de personne qui aujourd'hui s'offusque dans la section des commentaires d'un article là-dessus, à l'époque, aurait vécu dans son village de la naissance à la mort et il n'aurait jamais vu quelqu'un qui boit de façon stupide comme ça. Boire trop, genre cirrhose du foie parce que t'es alcoolique toute ta vie, oui. Mais boire 10 shooters en une minute, non. Because they didn't know. Ils sont soumis à une autre forme de stupidité que celle qu'ils connaissent. Et ils s'outragent alors que ultimement ils vont devenir blasés puis habitués de ça. C'est simplement l'effet de l'overdose d'informations non sollicitées créé par cette disponibilité de l'information-là. Puis en C'est même- pas mauvais. puis C'est en ça que je te même- dis. Mais puis là, on embarque dans un autre débat de dire, hey, des jeux de boissons sur Internet, si personne meurt, y a-tu vraiment du mal là-dedans? Si on y pense pour vrai, là. Que ce soit pour plein d'affaires, là. Tu sais, il y avait une affaire qui circulait pendant un bout qui s'appelait le... Ça circule encore, là. Le Cinnamon Challenge. Ouais. Tu sais, tu prends une cuillerée à soupe de poudre de cinnamon. Cannelle. C'est dangereux faire ça. Je veux dire, si t'es capable d'avaler ça, là, you're strong. Je veux dire, c'est difficile. Mais en même temps, c'est un challenge comme un autre. Puis les gens découvrent des trucs. La personne qui se met une cuillerée à soupe de cannelle en poudre dans la bouche va découvrir un nouveau set de sensations qu'elle avait jamais expérimenté avant. Information. C'est pas différent de prendre une moto puis d'aller dans les routes du Québec puis de faire quelque chose qui est extrêmement dangereux, comme quelqu'un qui me dit, parce que moi je fais de la moto puis les gens genre s'interrogent pourquoi je fais ça. Les gens qui font de l'escalade, même les gens qui font le marathon. À chaque fois que tu as un gros marathon, il y a quelqu'un qui meurt, en dehors des attentats terroristes. Il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque. Merci la précision pour les marathons. Moi, je les aurais mis ensemble. J'aurais dit, Non. ah oui, gars à Boston. Faire un marathon, c'est pas particulièrement dangereux à cause des accidents. En tout cas. Écoute, Bref, regarde, ce que je veux dire, c'est que life has risks. Deal with it. écoute, Ultimement, c'est ça c'est mon... trop bien formulé pour qu'on continue là-dessus. Alors, ça sera à poursuivre parce que nos visions distinctes de la place d'Internet et des nouvelles technologies sont quand même un peu différentes. Donc, c'est intéressant de débattre de ça. On est clairement sur la fin, même pour ne pas dire, on est en train de dépasser pas mal. Juste terminer avec le classique, ma petite suggestion Première Guerre mondiale la semaine. Je vais avouer là, que je ne l'ai pas tant préparé cette semaine.
OK, fait que je vais vous suggérer un autre ouvrage francophone, français en fait. Le premier que j'avais fait la première semaine était l'ouvrage de Marc Ferraud qui s'appelle La Grande Guerre. Alors, je vous simplifie les choses. Ça s'appelle aussi La Grande Guerre, mais c'est l'auteur français Pierre Miquel qui l'a écrit dans les années 80. Donc, c'est un peu un peu moins vieux. Quelqu'un qui a connu du monde qui ont vu ça. Oui, exactement. L'autre était dans les années 60. Donc, c'est quand même une période un peu différente. Et surtout, c'est beaucoup plus volumineux comme livre. On parle de plusieurs centaines de pages. L'autre était plus une petit livre de poche. Donc, une autre façon de découvrir ce conflit-là, peut-être d'aller dans plus les détails que celui de Marc Ferraud. Donc, La Grande Guerre de Pierre Miquel, disponible, je crois, encore sur Amazon et dans les bonnes librairies. Les quelques qui restent. Au pire, downloadez-le, puis c'est pas grave. Non, c'est ça. Ça fait un bout que c'est écrit. Puis après ça, tranquillement, dans les prochaines semaines, on va commencer à aller plus en détail dans des aspects du conflit comme tel. Puis j'avais promis qu'il allait y avoir autre chose que des livres et des articles. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. J'en ai une coupe en banque, mais comme je n'étais pas prêt à soir, c'est celui-là que je vais suggérer. Alors, sur ce, écoute, je pense qu'il ne nous reste qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Hey, si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. Et si vous êtes sur Reddit, on vous invite à venir dans notre forum de discussion qu'on va publier chaque vendredi dans le subreddit de Québec. Vous êtes tous les bienvenus. Et aussi, évidemment, si vous trouvez ça intéressant, on vous invite à vous abonner à notre canal YouTube et évidemment aussi à répandre la bonne nouvelle à votre entourage, à vos amis, à vos parents. Plus cette émission-là est écoutée, plus ça nous permet d'interagir avec vous et aussi de répandre nos opinions que l'on considère, je crois, somme toute intéressantes. En toute humilité. Bien sûr.